Henri fait de la musique. Eh Henri, si tu voulais pêcher une meuf, tu lui mettrais quoi comme film? Dirty Dancing. Non. Et si tu voulais rompre avec elle? La cage aux folles. Henri? Salut à tous! L'actu ciné cette semaine, c'est un blockbuster un peu ethnocentrique, un film d'épouvante un peu féministe et une comédie romantique carrément cool. Un film que tu materais pendant que tu fais l'amour? Tais-toi. La suite. La planète des singes, l'affrontement. Hormis le titre racoleur, ce second volet de La planète des singes ou énième adaptation de l'illustre roman de Pierre Boulle est une bonne surprise. À l'image de La planète des singes, les origines, premier volet réalisé par Rupert Wyatt, où ce dernier relate brillamment la révolte des singes contre les humains menée par César, Matt Reeves réussit la transition tout en noirceur en nous présentant ce même César, désormais leader d'une société simiesque où la communauté humaine est réduite au quasi-néant, à l'exception de quelques-unes qui ont elles-mêmes survécu à une épidémie mondiale. Le résumé des 2 premiers épisodes peut paraître obscur, le film, beaucoup moins. En effet, contrairement au blockbuster primitif, où la suractivité, voire overdose, des situations fait avancer la narration, c'est la qualité du scénario de ce second opus qui amène chaque scène à bon escient. D'une première partie, où l'on installe la primauté du primate sur l'homme dans un univers post-apocalyptique, à une seconde où l'on avance l'idée d'un bouleversement dans ce nouvel ordre, la planète des singes, l'affrontement, est donc bien amené, que ce soit dans la forme, le choix audacieux de la langue des signes pour amorcer l'apprentissage de la langue chez les singes, ou le fond, l'ethnocentrisme de l'homme face aux singes. Ce second volet est donc une réussite, malgré le fait qu'on puisse lui reprocher 3 aspects propres au blockbuster version 2010. Une volonté chronique de poser le scénario dans une réalité historique, quitte à jouer maladroitement avec le fait réel, à l'image du générique. Une envie récurrente de donner à chaque film une dimension politique, comme l'habituel discours écolo, très tendance 2014, et un besoin irrépressible de métaphoriser la trouble histoire de la nation américaine en jouant sur le mea culpa permanent vis-à-vis de toutes les minorités oppressées depuis plus de 400 ans. La preuve en images, sans le scénariste de La planète des singes. Ce sera un film post-apocalyptique sur les singes. Ouais, c'est bien ça. En milieu hostile. Bingo. Et avec le scénariste de La planète des singes, ce sera une métaphore du combat de la communauté noire homo-communiste dans un univers post-macartiste sur fond de déforestation. On n'est pas dans la merde. La suite. Mr. Babadook. Ce n'est ni une reprise récente du célèbre tube de France Gall pour les vieux, ni une parodie ratée sur le réseau social pour les plus jeunes, mais bel et bien la dernière perle primée au festival de Gérardmer. Quel est ton film d'horreur préféré? Arrête Antoine, tu le fais mal. Réalisé par Jennifer Kent sur la base d'un scénario convenu, propre au film d'épouvante, le personnage d'un livre de contes pour enfants qui prend vie à la lecture de ce dernier et qui va semer le trouble dans la vie d'Amelia et de son enfant de 6 ans, sujet à l'autisme. Merci Evil Dead. Mr. Babadook n'en reste pas moins un excellent film d'épouvante. En effet, là où d'autres films vont tirer sur la corde du jump scare ou du gore, Mr. Babadook joue sur l'horreur du quotidien où tout peut devenir sujet à psychose, à l'image de Rosemary's Baby de Roman Polanski, où la vie devient presque une longue séquence de films d'horreur. L'apparition puis la présence continue de Mr. Babadook, personnage éponyme de ce film, prend ainsi le relais de la maternité contrariée de Rosemary pour aboutir sur un film d'épouvante angoissant à souhait et esthétique en tout point, que ce soit dans la riche psyché du personnage, digne héritier du Nosferatu de Murnau, ou dans l'univers visuel audacieux, référencé et stylisé, présent tout au long du film, jusqu'aux 5 dernières minutes. En effet, à défaut d'être un film laborieux et médiocre sur toute la durée pour finir sur un twist final plus mémorable que surprenant, à l'image du Sixième Sens de Night Shyamalan ou Saw, premier du nom de James Wan, Mr. Babadook décide de faire l'inverse en s'illustrant par ses qualités de mise en scène pendant les 9/10 afin d'aboutir sur une fin douteuse, voire obscure. Mr. Babadook reste donc néanmoins un bon film d'épouvante qui ne réinvente rien dans le genre mais qui fait preuve d'intelligence dans la mise en scène, ce qui est devenu rare chez ce dernier. Punchline. Je sais. La suite. Wouh! New York Melody.
Oui, c'est une comédie romantique. Non, ce n'est pas forcément chiant. Le pitch, la rencontre insolite entre un ancien producteur dépressif et alcoolique et une jeune chanteuse paumée qui se battent pour enregistrer un album. La solution, enregistrer dans les rues de New York qui fait office de grand studio d'enregistrement. Le résultat, une perle cinématographique qui nous fait oublier 10 années de comédie romantique mièvre et débilisante. De quoi se réconcilier pour un temps avec le Feel Good Movie. Feel Good Movie. Traduction linéaire, film qui rend heureux. Synonyme Cameron Crowe, antonyme Lars von Trier. Voilà. Voilà pour cette semaine. Alors, à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération De Télérama. et des cahiers, qui fait le cinéma. Ouais, qui fait le cinéma?